Du coup, aujourd'hui, on sera deux à vous présenter la solution Auris. Donc, Baptiste, qui est ingénieur application chez Arcan System, et moi-même, Hugo Play-Leclerc, responsable des opérations Auris, donc, qui travaille chez Lafarge Holcim Innovation Center. Okay. Alors, je vais juste enlever ça. Donc, la présentation va se faire sur le plugin Auris qui vient se greffer sur Civil 3D. Et avant de rentrer dans le plugin, on va voir un petit peu les informations dont on a besoin pour pouvoir optimiser ces structures de chaussée. Comment dire, les démonstrations vont se faire à travers différentes vidéos, de manière à optimiser les temps de chargement et qu'on ne perde pas forcément trop de temps sur éventuellement sur des petits problèmes techniques. Alors je lance la vidéo. Alors, première chose, donc là je prends un projet, on va dire, très basique dans l'approche. Petite chose en introduction, si vous ne le savez pas, depuis l'année, vous avez accès aux données IGN gratuitement, données dont je me suis servi pour récupérer les réseaux autoroutiers, notamment parce que on a positionné la démonstration sur les réseaux autoroutiers. Vous pouvez notamment récupérer des shapes et profiter de la géolocalisation des formats SIG pour faire votre projet routier. Donc là, j'ai récupéré le réseau autoroutier de la France, que je valide. Alors ça va être important d'avoir ces projets géoréférencés, parce que Auris va se baser sur la géolocalisation de votre projet. Donc comme vous pouvez le voir ici, je viens de charger avec ma fonction map-import mon shape, et en affichant la géocarte, voilà, ça va me permettre de me positionner sur le tronçon qui m'intéresse. Alors j'en ai pris un peu au hasard entre Châteauroux et Vierzon, sur l'autoroute A20. Je vais profiter de cette zone-là pour réexporter mon rectangle de polyligne avec la fonction map export et venir l'intégrer sur InfraWorks pour pouvoir générer ma surface. Parce que je vais faire un projet routier, j'ai pas de levée géomètre sous la main, j'ai pas de levée de drone non plus. Donc on va récupérer un modèle de surface un petit peu générique qui va me permettre de faire mon projet. Donc depuis, pareil, assez peu de temps maintenant, vous avez la possibilité de récupérer d'utiliser les shapes pour pouvoir les intégrer sur InfraWorks, directement géoréférencés dans le bon système de coordonnées votre surface. Et voilà. Donc là, moi, je vais juste utiliser cette donnée-là pour pouvoir importer mon modèle InfraWorks, voilà, mon SQLite, directement dans Civil. Ça me fera une surface de base pour pouvoir faire mon projet. Je prends la surface et j'utiliserai un petit peu plus tard mon axe qui provient de mon shape pour pouvoir générer mon axe Civil 3D. Donc j'ai mon axe sous forme de polyligne pour le moment, j'ai ma surface, et à partir de mon shape, voilà, que j'ai sous forme de polyligne, je vais commencer à faire un projet très classique, hein, projet routier. Voilà, donc je vais transformer ma polyligne en axe civil. Bon, je vous passe un petit peu les détails parce que si vous êtes utilisateur de Civil, c'est des process que vous connaissez déjà. Je valide. Pareil, hein. Ensuite, je fais mon profil en long de surface. Donc un projet très classique, axe, profil en long, ligne de profil en long par la suite, profil type, création du projet 3D, voilà, tous les éléments qui vont me servir, à Auris, dont le géoréférencement également, pour
pouvoir optimiser son projet routier. Je crée ma ligne de profil en long. Baptiste? Oui. Je me permets une petite remarque très courte. Pour faire toutes ces manipulations dans Civil 3D, n'oubliez pas d'installer le CountryKit France qui va vous apporter tous les paramètres nécessaires pour vous aider à créer par défaut toutes ces entités avec des styles qui correspondent à la façon de faire pour l'ingénierie routière en France. Oui, effectivement, là, je suis basé sur le CountryKit France. C'est vrai que je ne l'ai pas forcément précisé. Donc, parce que nous, on a l'habitude. Mais... oui, après, oui, c'est vrai que c'est une question d'habitude. Et si on n'est pas utilisateur de Civil, on ne le sait pas forcément. Effectivement. Ouais. Sinon, vous n'auriez pas ce style graphique là sous les yeux. Ce serait différent. Donc, ma ligne de profil en long est créée. Je mets en place mon profil type. Alors pareil, pour le moment, je fais des profils types un peu génériques parce que c'est des choses qui seront optimisées par la suite. Je n'ai pas forcément besoin d'avoir des profils types complexes dès le début. J'ai pris ceux qui sont fournis justement par le CountryKit. Donc une fois que mon axe, mon profil en haut de surface, ma ligne de projet, mon profil type sont créés, je vais avoir tous les éléments nécessaires pour créer mon projet 3D, donc ce qui va réellement créer mon projet routier. Alors ici, pour la démonstration, on a créé deux tronçons, un tronçon qui de 2 x 2 voies et un autre, alors je me suis trompé, je l'ai appelé 3 x 3 voies, mais en fait c'est 2 x 3 voies, qui font chacun 10 km, et l'optimisation se fera sur l'un des deux tronçons. Donc là, je vais dire, voilà, je veux mon profil 2 x 2 voies sur ma première moitié de projet et mon deuxième profil sur la seconde moitié. Je valide. Et là, j'ai donc mes deux tronçons et c'est à partir de ces informations-là, des propriétés du projet 3D, que sera basé ORIS. Ça et le géoréférencement de votre projet. Voilà, alors juste, j'avais pris quelques secondes juste pour montrer l'élargissement entre le 2 x 2 voies et le 2 x 3 voies. J'avais créé deux lignes caractéristiques, aussi de manière assez basique, pour pouvoir faire un cône et gérer la jonction entre ces deux parties. Donc voilà, ça c'est la mise en place d'un projet autoroutier. Donc c'est les éléments qui seront nécessaires à la suite du fonctionnement. Je ne sais pas si je peux passer la diapo. Voilà. Et je laisse Hugo reprendre la main. Merci Baptiste. On vient de le voir, la création d'un projet routier est complexe. Cette complexité reflète l'importance des réseaux d'infrastructures. Les infrastructures routières sont structurantes pour le développement économique et social. Si on regarde en chiffres, le domaine de la construction et de la maintenance des infrastructures routières représente 500 milliards d'euros par an dans le monde. Chaque pays, ça représente un investissement de 0,5 à 1% de leur PIB dans ce domaine chaque année. Et si on regarde un peu plus les chiffres, cet investissement représente l'équivalent de 700 000 km de nouvelles routes dans le monde. Les matériaux sont bien sûr au centre de ces projets. En effet, là par exemple pour une autoroute 2 x 2 voies comme on a vu que Baptiste a fait sur Civil 3D, 1 km d'autoroute de cette autoroute est composé de 40 000 tonnes de matériaux. Ça représente une production aussi, en termes d'impact d'émissions de CO2, une production de 1300 tonnes équivalent CO2. Donc, on voit que l'impact des matériaux est majeur dans la construction routière. Leur coût direct est compris entre 25 et 40% du projet. Et de manière plus générale, les infrastructures routières sont un bien public complexe qui doit être pris en compte dans sa globalité. Et donc, du coup, la globalité qui est sur la slide suivante. On voit que la création d'un projet routier est complexe, donc on a pu le voir aussi à travers Civil 3D. Cette complexité reflète l'importance des réseaux d'infrastructures. Les infrastructures routières sont structurantes pour le développement économique et social.
Si on regarde, excusez-moi, la complexité technique et également organisationnelle. Si on regarde une coupe de chaussée, à première vue, on peut se dire que c'est juste un empilement de couches de matériaux. Et le choix de la structure, en fait, se fait à l'origine du projet. Au-delà des 25 à 40% de coûts directs, l'impact total des matériaux représente 60% du coût total de la construction et 85% des émissions totales. C'est-à-dire que le choix que vous faites lors de vos designs aura un impact considérable sur l'entièreté du projet. Le projet actuellement le problème actuellement, c'est que la chaîne de valeur est fragmentée. Il y a le monde pré-appel d'offres, les études, l'appel d'offres et l'exécution du projet. Les fournisseurs de matériaux arrivent avec leurs connaissances à la fin du cycle lorsqu'ils sont consultés par les entreprises de construction à quelques mois du début des travaux. Donc les entreprises de construction, quand ils vont avoir le projet en main, ils vont aller consulter les correspondants de producteurs de matériaux, carrières, enrobés, etc., pour savoir la qualité de leurs matériaux, la disponibilité, donc la capacité de production, mais aussi les distances par rapport au projet. Avec ces informations, les entreprises réalisent des projets qui répondent au cahier des charges, mais ces projets auraient pu être optimisés en amont des projets, donc en phase d'étude. Sur les analyses réalisées, on observe un surcoût de 15% de la construction, car la connaissance des matériaux est intégrée au projet seulement après l'appel d'offres. Pour conclure cette slide, on a 3 points de friction sur notre problématique. La première, c'est le choix du design a un impact direct et indirect sur le coût total des émissions de carbone du projet. Donc ça, c'est fait en amont du projet, donc lors de la phase d'étude. 2, le cycle est fragmenté. Donc on a l'étude, l'appel d'offres et la construction. L'appel d'offres qui fait barrière à la connaissance des matériaux. 3, les routes construites répondent bien au cahier des charges, mais la connaissance des matériaux arrive au moment de la construction et le projet n'est pas optimisé. Donc sur la slide suivante, on a les résultats de la première question. Donc on vous avait posé la question quel était votre domaine principal d'activité. Et là on voit qu'en premier vous travaillez surtout sur des nouveaux tronçons. Ensuite sur les projets existants à réhabiliter et des projets existants à mener à évoluer. Quand vous travaillez sur l'aménagement, la réhabilitation ou la création d'infrastructures, donc ces trois points, les challenges suivantes s'appliquent. 1, la conception, 2, les choix des matériaux et 3, l'optimisation. La phase de conception d'un projet routier a un impact pouvant s'élever jusqu'à 60% de son coût global, comme on a vu tout à l'heure. Le choix des matériaux et la chaîne d'approvisionnement impactent non seulement sur le coût, mais aussi sur les émissions de gaz à effet de serre, jusqu'à 85% sur la durée totale du projet. Dans un contexte où la construction se concentre de plus en plus sur l'empreinte carbone des projets, les investisseurs publics et ingénieurs routiers font face à deux enjeux majeurs. 1, optimiser et planifier le coût de construction et de maintenance des routes. Et 2, identifier toutes les différentes ressources naturelles pour limiter l'impact du projet. Le design et le choix des matériaux est particulièrement chronophage. Le temps simple peut prendre entre 2 heures et une journée pour juste choisir un design ou plusieurs designs. Mais si on intègre la connaissance et la consultation des carrières et des matériaux, là on peut arriver sur beaucoup plus de temps d'études. C'est pourquoi aujourd'hui on vous présente Auris. C'est sur la slide suivante. On apporte une solution pour répondre à l'ensemble de ces challenges. Auris, c'est une plateforme digitale incluant les matériaux pour la route. Elle permet de pallier au manque d'informations sur les matériaux de la construction routière et optimiser votre temps d'étude. Auris est constitué sur 3 blocs que je vous présente juste après. Donc le premier bloc, c'est la base de données qui regroupe les matériaux. Ces matériaux proviennent de la connaissance de Lafarge Holcim et également des autres fournisseurs. Le deuxième bloc, c'est la digitalisation. On digitalise la norme, les structures de chaussée et qui sont conformes au catalogue des chaussées. Et le troisième bloc, c'est la sécurité, la confidentialité et l'impartialité. Sur la slide suivante, on peut voir la réponse à la deuxième question. Quelles sont vos priorités selon vos projets? Donc on voit que le coût de la construction impacte vos choix en priorité. Ensuite, la consommation des ressources, la durabilité de l'infrastructure et ensuite, en quatrième, l'impact carbone.
Ça tombe bien, l'ensemble de ces dimensions sont reprises dans Horis. Horis permet de comparer des projets selon ces 4 dimensions. On a construit Horis avec une vision multidimensionnelle. L'impact du choix du design est mesuré suivant les critères suivants. Le budget, qui regroupe le coût de construction, d'achat de matériaux, de logistique, en incluant le transport, mais également le coût d'application des matériaux. Ensuite, on a l'empreinte environnementale du projet, qui devient structurant dans nos projets et pour l'avenir aussi, en incluant l'empreinte carbone en phase construction, mais également en phase d'exploitation. La durabilité, aujourd'hui, si on construit des routes, et surtout avec les investissements qu'on fait, on veut que ça soit le plus long possible. Donc, on inclut le cycle de vie, le vieillissement et les entretiens. Et enfin, les ressources. Aujourd'hui, les ressources sont amenées à se raréfier. Et donc, du coup, on prend en compte la disponibilité locale, le recyclage des matériaux et les ressources naturelles. Et du coup, je te laisse présenter le workflow. Et ton micro est coupé. Activons le micro, ça sera mieux. Donc, ce que l'on a vu pour le moment, c'est la conception d'un projet routier, on va dire en phase d'avant-projet. On va voir maintenant comment on va récupérer les données de cette conception pour les intégrer dans Horis et les résultats qui vont sortir d'Horis à la fois du côté de Civil 3D, et puis par la suite, Hugo nous montrera ce qui se passe sur les serveurs d'Horis. Donc on reprend là où on s'est arrêté, sur notre projet routier. Vous avez un module Horis qui se greffe sur Civil, qui va vous demander, qui fonctionne via une connexion Internet, donc qui va vous demander un mot de passe d'accès via votre compte utilisateur. De là, vous avez une palette qui apparaît sur la gauche, qui va reprendre les données de votre projet, notamment le système de coordonnées qui est très important, parce que le géoréférencement va vous permettre de retrouver les carrières situées à proximité. Votre projet 3D, donc Horis vient récupérer les données de votre projet, de votre modélisation 3D, l'axe, la région, le tronçon sur lequel vous souhaitez intervenir. Donc là j'ai pris le 2x2 voies, ça va être le tronçon inférieur. Le type de coordonnées, est-ce que vous voulez une coordonnée 2D, 3D? Et ensuite, voilà, donc là je vous montre la comparaison entre les propriétés du projet 3D. Donc on retrouve projet autoroute A20, on le retrouve également dans la palette Horis, le nom de l'axe que l'on retrouve dans la palette Horis, ainsi que la région. C'est ces données-là plus le géoréférencement dont va avoir besoin Horis pour pouvoir faire ces calculs. J'envoie le tout dans la plateforme Horis. Je précise la longueur de tronçon qui m'intéresse. Donc là, près 10 km. La largeur de chaussée qui m'intéresse, j'ai mis 20 mètres. Le pays. Pour le moment, on est en France, mais on pourrait avoir la même chose à l'international. Donc tout l'intérêt, ça va être de savoir également qu'on fait des projets à l'international, les ressources que vous avez à disposition. La norme utilisée. Donc là, on est sur le catalogue de chaussée 98. La norme routière, la classe de trafic, la classe de plateforme, le type de voirie, toutes les informations qui vont vous permettre de choisir votre structure de chaussée. Je valide ces informations pour les envoyer à Horis. Et Horis me propose toutes les possibilités de design sur les structures de chaussée via les informations que j'ai envoyées. Donc là, vous en avez, dans le cas que l'on a ici, on doit en avoir 16, je crois, au total. On retrouve les plateformes. Donc si on prend l'exemple numéro 1, on voit GB2. GB2, c'est notre plateforme. Et la partie BBMA qui est affichée BBM, c'est notre couche de surface. Alors couche de surface que l'on peut changer si elle ne nous convient pas. Donc là on part par exemple sur du BBTM ou du BBME. On sauvegarde, donc vous allez pouvoir comme ça faire votre choix, choisir les structures de plateforme, les structures de surface qui vous conviennent.
Dans l'exemple que l'on a ici, on en a choisi 4, la 1, la 2, la 10 et la 12, en personnalisant pour certaines la couche de surface, parce que c'est peut-être pas forcément celle qui par défaut nous intéresse. Voilà, on pourrait en prendre plus, on pourrait toutes les prendre si on le souhaite, mais déjà on va faire un premier tri sur les plateformes qui nous conviennent. Je choisis pareil une nouvelle couche de surface. Voilà, donc j'ai choisi les 4 qui me semblent les plus intéressantes. Je vais les isoler pour n'avoir que le récapitulatif de ma sélection. Voilà, il me dit que j'en ai sélectionné 4, très bien. Et une fois que je les ai isolés, je vais lancer le comparatif. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on envoie la donnée vers les serveurs Auris, et Auris nous renvoie l'information du design, et via la comparaison que l'on peut faire, on va trouver celui qui est le plus optimisé. Donc là, on a différentes informations qui nous sont données. On a notamment le coût financier en vert et le coût environnemental en bleu. On voit que, je fais un petit arrêt sur image, on va voir différents types d'informations. Le premier, c'est l'acquisition des matériaux. Quand vous avez une extraction dans une carrière, on voit l'ampleur du coût qui peut être impacté sur un projet. La logistique qui correspond au déplacement, au transport de vos matériaux. Les informations que l'on a dans notre petit rectangle, dans notre petite courbe bleue, on a exactement la même chose dans notre courbe verte. Et la mise en œuvre, c'est-à-dire l'installation des matériaux. Donc vous avez ça à la fois pour le coût environnemental et le coût financier. Je continue. On retrouve également l'épaisseur des matériaux qui viennent directement de votre catalogue de chaussées. Et vous avez également un coût et un coût en CO2. Pareil, je vais refaire un petit arrêt sur image ici. Vous voyez que là, par exemple, pour notre structure numéro 1, on est à plus 21% de coût environnemental, de coût en CO2, de coût carbone, par rapport à celui qui est à 0. Alors celui qui est à 0 est sur le 12, ça veut dire que ce choix de structure, ce choix de plateforme, d'un point de vue environnemental, est 21% supérieur à notre numéro 12, qu'on ne voit pas, mais qu'on va voir par la suite, quand on va descendre un petit peu plus bas. On voit le nombre de sites, c'est-à-dire le nombre de sites d'extraction de carrières. Donc là, ça veut dire qu'on a 8 carrières qui sont dans l'environnement de notre projet. Là, on en a beaucoup plus sur notre autre solution parce qu'on n'a pas forcément les mêmes matériaux, on ne va pas forcément les extraire aux mêmes endroits. Et en bas, on a une distance parcourue, c'est-à-dire que la valeur que l'on voit ici en distance parcourue, c'est le coût carbone. Alors on parle de tonnes par kilomètre, c'est en fait combien de tonnes seront tractées le long des déplacements des matériaux. On choisit un design préférentiel. Moi, je considère que ce qui est le plus important pour moi, par exemple, c'est le coût en CO2. Je vais le valider. Et de cet affichage-là, je vais pouvoir sortir un PDF qui va me faire un résumé de la page précédente. Donc ça, c'est ce qui se passe sur la partie Civil 3D. Là, donc on retrouve le résumé des informations que j'ai présélectionnées, des designs que j'ai présélectionnés. Voilà. Je passe à la slide suivante où je redonne la main à Hugo qui nous indique ce qui se passe sur la partie serveur Auris. Je ne sais pas si tu as ton micro qui est désactivé.
Essaye d'activer. Tu peux lancer la vidéo? Ouais. Hop. Donc, ouais. Alors du coup, on a rencontré un petit souci technique. L'import sur le PPT de mes vidéos a été stigmatisé parce qu'elles sont en mauvaise qualité et en meilleure qualité relative sur VLC. Donc, on va lancer ça en local. Donc, en tout cas, merci Baptiste d'avoir présenté le plugin Auris dans Civil 3D. Derrière ce plugin, on a une plateforme Auris qui, comme je vous l'ai dit, est sécurisée tout à l'heure. Donc, pour y accéder, on doit rentrer nos identifiants. Ensuite, nous, en tant qu'équipe Auris, on arrive sur le dashboard de présentation des résultats, qui va être divisé en plusieurs parties et qui affichera les dimensions étudiées. Tout d'abord, on a la localisation du projet. Lorsque vous faites appel au plugin Auris, la région sur laquelle vous travaillez sera géoréférencée et les dimensions seront conservées. Donc longueur, largeur, etc. Là, on peut voir que la section 2x2 voies est bien placée au niveau du projet. Autour de cette section, on charge les sources de production de matériaux. Cela peut être des carrières, des centrales d'enrobé, des centrales à béton ou des cimenteries en fonction des projets. Pour mieux voir, on peut passer en vue satellite et confirmer l'emplacement des carrières. Donc là, en jaune, on voit les carrières. En noir, on voit les centrales enrobées. En gris, on voit les centrales à béton et les cimenteries en fonction des projets. Donc là, on peut faire le zoom sur le jaune. On voit bien que la carrière est là. Et ensuite, on peut voir sur une deuxième que une deuxième carrière est bien chargée. L'ensemble des sites chargés sont affichés sans distinction d'entreprise ou de marque pour assurer une neutralité. D'ailleurs, sur ces affichages, comme on peut voir, il n'y a pas de marque ni d'entreprise, de nom d'entreprise. Ensuite, il y a une plage, la page détaillée où on va pouvoir afficher les 4 résultats côte à côte. Donc c'est dans Design Options Overview. On y retrouve les caractéristiques de chaque design, incluant les matériaux, les propriétés géométriques des couches, donc la largeur et l'épaisseur. Les noms de code que vous voyez qui sont un peu barbares sont simplement les noms de vos designs sélectionnés. Par exemple, le design 1 correspond à votre design, le numéro 10 sélectionné par Baptiste tout à l'heure. Les résultats sont calculés couche par couche. On prend les dimensions suivantes, production des matériaux, transport et application. Par exemple, pour la partie environnementale, on procède à un calcul itératif. Pour la dimension production des matériaux, donc acquisition, on prend la valeur d'émission de CO2 lors de la phase de production, selon les indicateurs français de référence, et qui est rapporté la quantité totale de matériaux de la couche. L'opération est répétée pour l'ensemble des couches. Le principe est identique pour le calcul du coût. On prend la valeur moyenne du coût du matériau dans la région, sans réduction du fournisseur, et on le rapporte à la quantité de chaque couche. On peut donc voir que si je sélectionne l'acquisition, les valeurs par couche s'affichent uniquement pour l'acquisition. Et donc du coup, ça change le diagramme de répartition. Le principe est identique quand on revient ensuite sur le dashboard. Les valeurs CO2 et coûts sont rangées par design et affichées dans leur intervalle. Les calculs se font sur des milliers de solutions instantanément parce qu'Auris va aller chercher l'ensemble des possibilités, couche par couche, entre la couche et le site de production, que ce soit une carrière, etc. Donc on calculera à chaque fois le coût de transport, l'impact du transport pour chaque matériau. L'échelle donne l'impression d'un aplatissement relatif de l'histogramme, mais en réalité les écarts sont notables. Par exemple pour le CO2, la différence entre deux designs peut aller jusqu'à 21% de différence, avec le premier design que Baptiste a montré tout à l'heure. Enfin, l'ensemble des informations sont compilées dans un comparateur. Pour nous, c'est un comparateur interne qui fait ressortir les indicateurs, couche par couche. Par exemple, ici, le design 1 correspond au design 10 et à une valeur A pour l'impact carbone et C pour la consommation des ressources naturelles. On a également une fiche qu'on voit ici et cette fiche compile toutes les informations et ensuite qui est renvoyée, synthétisée vers le plugin. Donc là, on peut revenir sur le Civil 3D de Baptiste. Et tu peux remettre ton micro. Baptiste, oui, ton micro. Ok, c'est bon. Alors, c'est parti. Donc là, ce que l'on va montrer, c'est ce qui est en cours de développement.
Dire que l'intérêt, une fois qu'on a lancé ces calculs via Horis, c'est de récupérer le design, donc la structure de chaussée, pour pouvoir mettre à jour votre projet routier. Alors je passe, pour vous faire la démonstration, vu que pour le moment le système n'est pas encore en place, je l'ai créé sur le Subassembly Composer, qui est comment dire, un logiciel qui s'installe en même temps que Civil 3D sur votre ordinateur pour pouvoir créer notamment des structures de chaussées. Donc j'en ai fait un assez simple. J'ai juste mis des paramètres pour pouvoir gérer les dévers, les largeurs, le type de matériaux et les épaisseurs. Donc là, le but pour moi, c'était de refaire le design qui a été que j'ai présélectionné, là, le numéro 12 que j'ai choisi à la fin, de refaire le même pour pouvoir l'incorporer dans mon projet 3D. Donc ça, je l'ai fait manuellement, c'est quelque chose qui sera fait par la suite automatiquement par Horis. Il n'y aura pas besoin de recréer son design, ce sera designé directement par Horis. Mais pour pouvoir faire la démo, voilà, je l'ai fait de mon côté. On trouve des systèmes de paramètres, voilà, comme je disais, de quoi changer la largeur. Le but, c'est que Horis vous donne une structure de base en termes d'épaisseur et de largeur, par exemple, et qu'après, vous puissiez quand même avoir la main si vous souhaitez l'adapter plus finement à votre projet. On trouve voilà, les épaisseurs. Alors j'ai appelé épaisseur R1 pour revêtement 1, épaisseur R2 pour revêtement 2. Donc ici j'ai 4 couches au niveau de ma plateforme, 2 de revêtement et 4 couches au niveau de ma structure de chaussée, 2 de revêtement et 2 de plateforme, que l'on voit dans la représentation. Je repasse sur Civil 3D, j'intègre mon profil type dans mon subassembly dans Civil, je viens le chercher dans ma palette. Voilà, on retrouve structure de chaussée numéro 12, celui qui a été présélectionné par Horis et que moi j'ai choisi définitivement. Je l'applique sur mon profil type. Voilà, je l'applique à droite et à gauche. Je vais considérer ici que c'est les mêmes des deux côtés. On retrouve, alors peut-être avec un code couleur, ou en tout cas en termes de nom, on va retrouver les informations nécessaires à ma conception. Le but, un peu plus tard, ce sera d'aller plus loin. Ce sera pourquoi pas d'intégrer de la donnée dans les profils. Je mets à jour ma 2x2 voies, je la change par ma structure de chaussée. Mon projet 3D se met à jour. Et ici, je vais extraire sur quelques mètres des solides 3D pour avoir la représentation 3D voilà, de mon tronçon. Et on voit ici que j'ai mes 4 couches, mes 2 couches de surface et mes 2 couches de plateforme. Je fais un petit arrêt sur image. Et mes 2 couches de plateforme. Donc le but, c'est vraiment de retrouver le même design une fois que le subassembly entre guillemets a été généré par Horis. Et pourquoi pas, alors c'est encore en cours de développement pour le moment, mais d'intégrer de la donnée IFC pour avoir toutes les informations qui sont nécessaires à la compilation de données BIM, par exemple. Je passe à la suite. Donc là, on a fait un petit peu le tour en ce qui concerne l'autoroute A20. Et maintenant, ce que l'on va voir, c'est ce même projet qui est déplacé dans l'espace, voir un peu le type de données qu'il va pouvoir nous fournir. Donc j'ai repris le même design, le même tronçon, je vais activer la vidéo, que j'ai déplacé dans le sud-est de la France, que j'ai mis aux environs de l'autoroute A8. Donc ce tronçon-là n'existe pas dans la réalité, c'est moi qui l'ai créé de toutes parts. Donc j'ai repris exactement la même configuration. Je vais
refaire la manip. Donc je suis toujours en Lambert 93. Cette fois-ci, mon projet s'appelle Extension Autoroute A8. Donc j'ai coupé en plein milieu des villages, j'ai traversé d'autres routes. Enfin, c'est pas un vrai projet, hein, il n'y aura pas d'autoroute A8 sur cette portion-là. Je remets les mêmes noms, donc là c'est mon axe, c'est toujours la même région. Je valide exactement les mêmes informations que précédemment. L'intérêt de la démonstration là, c'est de voir que sur un même projet, enfin sur deux projets différents et ayant les mêmes structures choisies, donc je vais reprendre la même chose pour mes 4 structures, on va avoir des résultats différents au niveau d'Horis, et on va voir à quel niveau justement on va avoir ces résultats différents. Donc je repersonnalise, donc je peux peut-être avancer un petit peu cette partie-là, parce que je vais exactement reprendre les mêmes designs. C'est exactement la même chose, voilà. Donc, même configuration, je sauvegarde, j'isole comme tout à l'heure mes 4 structures. Je lance le calcul vers Horis. Et là, voilà, il va me fournir, alors on le verra mieux quand on fera la comparaison des deux, mais il va me fournir des données différentes de tout à l'heure, parce que ça ne fait pas appel aux mêmes carrières, ça ne fait pas appel aux mêmes coûts de transport, malgré que les informations rentrées en amont du calcul soient similaires. Alors je relaisse la main. Merci à toi. Voilà, je te relaisse la main, Hugo. Ouais. Donc du coup, comme on voit, la qualité de la vidéo laisse à désirer, mais la qualité d'Horis derrière est là. Donc une fois que le deuxième projet est créé, ça crée bien derrière, on refait le processus juste pour montrer que ce qui se passe est identique. Donc on se reconnecte nous en tant que Team Horis. On arrive sur le dashboard. On voit que les données sont bien recompilées. Les requêtes et la région ont bien été regéolocalisées au bon endroit. Les nouvelles sources de production de matériaux sont régénérées, donc ça s'adapte à la nouvelle région que vous avez fait. Donc ça ne reprend pas les anciennes distances, c'est bien recalculé à nouveau. On peut vérifier encore une fois que la localisation de nos sources correspond bien à la réalité. Donc du coup là on voit qu'il y a une carrière à côté d'une centrale à béton, le point gris. Donc du coup on voit bien que tout est en place. Donc là si on dézoome, donc voilà, tout est régénéré de façon à créer un nouveau projet, à refaire des calculs et à bien se repérer. Là on voit que les calculs ont été refaits suivant votre nouvelle géolocalisation. Les coûts de CO2 et le budget ont évolué en fonction de votre géolocalisation et du nombre et la quantité des sources qui sont autour, ainsi que les prix. On s'adapte au prix de la région dans laquelle vous êtes placé. Ensuite, tous les calculs sont refaits et ensuite on réextrait via les fiches synthèse les résultats qu'on renvoie vers le plugin Civil 3D. Et donc du coup, votre rapport, vous avez un rapport. Donc voilà. Hop. Donc là, en fait, si on a voulu prendre l'exemple de deux chantiers géométriquement identiques, mais localisés à des différents endroits de l'hexagone, on peut voir que le choix d'un design impacte directement sur le coût d'un projet, mais également sur les émissions de CO2. Si on regarde le bilan du projet A20, on remarque que le design 1 coûtera sensiblement plus cher que le design de référence, avec un surcoût estimé de 5%. Mais l'impact carbone est beaucoup plus grand. Donc là, on arrive à 21% de plus que le deuxième design, qui est le design 12. Donc voilà.
Donc, quand vous aurez votre fiche, votre extrait PDF, vous pourrez choisir le design que vous voulez en fonction de ces indicateurs. Donc, le choix du design est donc impactant sur l'ensemble du cycle et a des répercussions économiques et environnementales sur le projet, comme on peut voir. Si maintenant on compare le même design, les mêmes designs à des localisations différentes, donc 1 et 12 et 1 et 12, mais à 20 et à 8, donc à gauche c'est le centre et à 8, à droite c'est le sud. Si on regarde, on peut se focaliser sur l'indicateur distance parcourue, donc tonnes par kilomètre. Donc tout à l'heure, ce que Baptiste disait, c'est en fait, on additionne le nombre de kilomètres parcourus par chaque tonne de matériaux. Donc du coup, là, on peut voir qu'il y a des évolutions de distance, et donc du coup, un impact en transport plus élevé en fonction de la localisation de notre projet. Par exemple, sur le design 1, on voit une augmentation d'environ 30% du transport. Et donc du coup, sur l'indicateur transport, on verra que si on choisit le design 1 dans le sud de la France, on aura 30% d'émissions de CO2 supérieures dues au transport, sur la partie transport. Mais ça ne sera pas forcément vrai sur les autres matériaux. Donc voilà. Jusqu'à présent, vous deviez dimensionner un par un les designs, puis réaliser les calculs de contrôle sur chacun des designs sélectionnés. Horis permet maintenant de réaliser les calculs instantanément et d'avoir une comparaison plus large des solutions afin de choisir la meilleure solution selon les critères de vos clients ou des indicateurs de votre étude. Merci Hugo. Donc je vais reprendre un petit peu le cycle que l'on a vu. Donc première étape, la conception d'un projet routier sur civil. Donc, de manière très, très classique. Le tout, c'est d'avoir un projet 3D géoréférencé. C'est ça le plus important. Étape numéro 2, envoyer votre donnée vers Horis pour que Horis puisse utiliser les informations du projet. Donc de Civil 3D, j'envoie ma donnée vers Horis. Étape numéro 3, Horis, via la donnée que vous lui avez envoyée, vous propose des guides de chaussée et de l'approvisionnement. Vous permet de calculer également les coûts de l'empreinte carbone et les coûts et l'empreinte carbone. Et étape numéro 5, ça va être, donc ça c'est toujours en développement, de réimporter votre design qui proviendrait d'Horis vers Civil 3D en créant un profil type de manière automatique par Horis avec les données intéressantes pour pouvoir les intégrer dans une maquette globale. La petite manie pour le micro. Et du coup, pourquoi Horis? Donc du coup, ça permet de gagner du temps et de la fiabilité avec l'export automatique des données du projet vers la plateforme Horis, et du coup avec un retour sur Civil 3D avec les résultats. Vous maîtrisez donc du coup les coûts tout au long du cycle de vie du projet, de la conception à la maintenance. Vous pouvez réduire jusqu'à 50% l'impact environnemental d'un projet routier en analysant les ressources disponibles localement. Donc là, on a vu que ça variait même jusqu'à 21%. Les itérations d'approvisionnement en matériaux prennent en compte les facteurs clés, donc trajet, point d'accès, disponibilité des ressources naturelles. Donc là, sur la carte, il n'y a pas simplement une demande comme sur Google Maps de distance. Et notre application prend en compte aussi la durée moyenne de déplacement. Donc si on est dans une région à fort bouchon, on aura une donnée, une durée moyenne de transport. Et donc, du coup, l'impact carbone affecté. On prend aussi, comme vous avez vu, la disponibilité des ressources naturelles en fonction de la production des carrières et des outils de production centrale d'enrobé et cimenterie. Et ensuite, vous pouvez générer les données clés pour le calcul de la durée de vie et de vos chaussées et anticiper la maintenance pour réduire les coûts et empreintes carbone dès la conception. Voilà, c'était un peu pour résumer pourquoi le plugin Horis dans Civil 3D, qu'est-ce qu'il peut vous apporter. Maintenant, on peut ouvrir aux questions. Oui. J'ai vu qu'il y avait eu des questions Oui. sur le chat.
Merci beaucoup Hugo et Baptiste. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour préparer la session puis d'avoir présenté ce matin. Effectivement, il nous reste encore un petit peu de temps pour quelques questions. Oui, Alors j'ai pris j'envoie. la liberté de commencer à remplir Ok, quelques réponses. Bonjour à tous, vas-y. je m'appelle Naloine Lancien, je suis la responsable technique infrastructure d'Arcan Système France et j'ai le plaisir d'avoir eu un passé d'ingénieur chaussée. Donc Alizé me parle beaucoup. Petite précision d'ordre un peu général quant à la comparaison d'Oris et de Alizé, et Renaud, je pense que tu pourras appuyer mon propos. Oris a vraiment vocation à être une aide à la décision et de pardonnez-moi l'expression, combler les trous dans la raquette, comme l'avait expliqué Hugo au démarrage, sur le manque d'informations qu'on peut avoir sur les matériaux. En revanche, Alizé LCPC reste le logiciel de calcul, de dimensionnement de chaussée. Donc en fait, Ori, c'est vraiment là pour faire de l'aide à la décision, mais le dimensionnement définitif, sur lequel vous allez également statuer sur les optimisations de trafic, le calcul du gel, reste de la responsabilité de l'ingénieur chaussée, bien entendu. Ori, c'est vraiment là pour venir ouvrir les portes d'un dimensionnement qui peut parfois être, enfin, je l'ai moi-même vécu, un peu routiné sur des habitudes, des bonnes pratiques, des milieux avec des carrières et des centrales qu'on connaît bien dans notre environnement. Là, l'idée, c'est vraiment de se dire, OK, je pousse l'investigation plus loin en essayant de chercher à savoir qu'est-ce que ça a comme impact carbone, qu'est-ce que ça a comme impact économique que je n'ai pas forcément la possibilité de percevoir quand je suis en phase de design vraiment avec les inputs trafic, gel, plateforme que j'ai de manière purement calculatoire. Voilà, j'espère que ça répond un peu à la question. Je pense que c'est clair. Merci Nolwenn. Effectivement, il y avait eu plusieurs interventions qui parlaient d'Alizé, qui évoquaient Alizé. Donc c'est bien d'avoir fait ce point-là. Il y a une question de David sur la notion du trafic. Effectivement, on l'a pas beaucoup évoqué. On ne parle pas de l'impact du trafic. Alors je pense que sa question c'est sur l'impact du trafic sur le dimensionnement, sur l'épaisseur, sur les structures de chaussée. Est-ce que ça c'est pris en compte? Tout à fait. Dans le plugin, donc là, comme tout à l'heure, Baptiste a présenté, vous avez un choix de critères à choisir. Donc, si c'est une voirie structurante ou non structurante, donc du coup, la durée de vie de votre chaussée, mais aussi la catégorie de la classe de trafic. Donc, on est Parfait. sur les TC 0, 1, 2, 3, etc. D'accord. Voilà. Et bien sûr, la partie trafic chantier et fait partie de ce qu'Oris prend en compte pour le calcul environnemental. Oui, tout à fait. Donc du coup, le transport des matériaux inclut le transport de la carrière jusqu'au point d'accès de votre chantier. Et ensuite, Oris affecte aussi un coefficient de transport réel, en fait, de transport réel, dans votre chantier. Donc du coup, si votre chantier fait 20 km, le camion qui va se déplacer de votre point d'accès jusque votre point de dépôt de stock ou alors votre point de livraison de matériaux est inclus. Donc du coup, par exemple, si vous avez 20 km de chantier, ces 20 km-là sont aussi intégrés dans le calcul. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a une version d'essai d'Oris? Est-ce qu'un utilisateur peut Tout à tester? fait. On a la volonté avec l'équipe Oris également. Vous l'avez vu, c'est un produit qui évolue assez vite et on souhaiterait d'ailleurs qu'il prenne en compte et en considération les usages opérationnels. Donc il y a effectivement des versions de test qui sont disponibles. Je vous invite à contacter Arcan System pour ça, donc sur une adresse mail que je vous mettrai dans le chat si vous le souhaitez. Et les versions de test sont limitées à 30 jours en revanche. Mais on est au contraire, n'hésitez pas à nous solliciter, parce que comme vous l'avez vu, il y a pas mal de choses dans les tuyaux, et Ouais. autant que vous fassiez partie de cette aventure. D'accord. Donc les retours sont appréciés et attendus Tout à pour fait. des gens qui Et voudraient attendu. tester. D'accord. Exactement. Très bien. Alors, David, à propos des trafics toujours, calcul des chaussées pour un trafic 2030 ou plus. 2030, ça, dans 30 ans. Ouais. Donc, du 2030, coup, 2030, on est en 2021. 2030, du coup.
Alors, oui, bah, ça fait dans... On va y être vite, hein, ça fait dans 9 ans. Ouais. Non, du coup, pour par exemple, là, on voit type de route. Alors, on a deux choix, c'est voirie, réseau non structurant ou structurant. Et du coup, on est à 20 ou 30 ans pour le moment. Oui, en fait, on se base sur les recommandations de calcul officielles qui sont dans le guide, des structures de chaussée, tout C'est simplement. ça. C'est Ouais, ça. ouais, d'accord. Impact lié aux nuisances sonores. Tiens, euh, est-ce que il y a une approche de la partie bruit? Ouais, la batterie bruit n'est pas encore intégrée. Par contre, sur la durée de vie, on est en train de développer des modules pour calculer l'impact de dépenses énergétiques en fonction de l'usure de la route. Et donc, du coup, la rugosité et la texture de la route vont être intégrées aussi au calcul sous peu. Ok, merci. Une question un peu plus technique liée au profil en travers type civil 3D de Philippe. Horis va-t-il créer des macros subassembly composer ou le développement va-t-il plus simplement créer directement un profil type dans civil par un assemblage d'éléments génériques civil 3D? Alors c'est peut-être un peu tôt. En cours de travail. C'est en Voilà, cours de travail, ouais. ok. Donc les réflexions sont en cours sur ce sujet-là pour passer à l'étape suivante. Très bien. Ben voilà, je pense qu'on a couvert les principaux points. Une autre question annexe que j'avais pas vue. Tu as démarré, Baptiste, avec le site IGN sur lequel tu récupérais des informations. Je crois que tu as récupéré le réseau autoroutier. Est-ce que ce même portail permet d'accéder à des données d'autres pays que la France? Alors, sur Bon, effectivement, il y a des réflexions sur le déploiement hors France et notamment la prise en charge des catalogues et des normes par pays. Donc, sans dévoiler de grands secrets, on se concentre pas mal, et Renaud, tu m'arrêtes, hein, mais sur la partie nord de l'Europe. Mais il faut savoir, Hugo, vous l'avez précisé, Horis ne se concentre pas exclusivement sur des carrières Lafarge-Holcim, il agrège les bases de données de tout type de carrière. Donc si vous êtes une ingénierie française et que vous travaillez à l'export, et ben là encore, les focus sur les 10 exports à choisir seront accélérés en conséquence. Oui, en complément effectivement Renaud Montenac, donc Doris, Horis a vocation à aller vers d'autres localités. Si j'ai bien compris la question, en revanche, on parlait du portail IGN ou de... Oui, à l'origine ouais. c'était ça, mais il y a aussi l'extension à l'application d'Horis ailleurs qu'en France. Voilà. Donc sur cette question-là, on a déjà partiellement répondu qu'il y a donc deux dimensions, une dimension base de données, une dimension catalogue de dimensionnement. Voilà, ces deux activités sont menées en parallèle pour élargir la géographie. D'accord. Donc il faut s'attendre à pouvoir utiliser Horis avec des normes d'autres pays. Oui, tout à fait. C'est ça, hein. D'accord. Et c'est existant ou ce sont des choses qui sont en cours? Je sais pas, aujourd'hui, est-ce que tu peux, par exemple, annoncer le nombre de pays qui sont couverts aujourd'hui, qui sont intégrés dans Horis? L'intégration complète telle qu'on l'a démontré aujourd'hui, ça se limite à la France. Voilà. Ici, rapidement, on s'oriente plutôt vers la Belgique actuellement. Et puis, voilà, pas à pas. Très bien. Parfait. Bah écoutez, merci beaucoup. On a un peu dépassé midi. On a parcouru, je pense, l'ensemble des thèmes parmi les remarques, les questions et les remarques.
C'était très intéressant. Donc n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions hein, parmi les personnes qui nous ont suivis aujourd'hui, à revenir vers nous, si vous voulez rentrer en contact soit avec Arcan, soit avec l'équipe Doris. La session a été enregistrée, donc la vidéo elle sera publiée sur le projet BIM 360 du groupe, elle sera à votre disposition. Voilà, merci beaucoup à tous. Je ne sais pas si Baptiste, Hugo, Nolwenn, Renaud, vous avez un dernier mot. Alors, de mon côté, merci pour votre attention. C'était vraiment un plaisir de vous présenter Horis et le plugin Horis dans Civil 3D. On fait beaucoup d'efforts pour développer et si vous avez des retours, n'hésitez pas à nous les envoyer. Ils seront les bienvenus. Oui, et merci Vincent pour l'invitation et pour l'organisation. Avec plaisir. Merci à vous d'avoir participé. C'était très bien. Merci à tous. Je vous souhaite un très bon appétit et une très bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.